Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 janvier et pour ouvrir le journal nous allons parler de la Supercopa du côté de l'Espagne et du match du derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Une victoire du Real mais qui n'a pas été simple et où j'ai été déçu par certains points. Une nouvelle fois j'ai envie de dire, on parlera également d'Arsenal et Liverpool, le choc du côté de la Première Ligue. Et finalement si j'avais peur hier pour Manchester City, Arsenal n'a pas réussi à concrétiser l'occasion en or qu'ils avaient. Un bon point pour les Citizens. On parlera à nouveau de Salissou. On avait évoqué sa blessure, et bien vous allez le voir, l'histoire ne se termine pas là. L'avenir d'Upamecano et l'avenir de Jonathan Klaus clôtureront cette dernière édition de la semaine. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Que ça a été dur pour le Real Madrid, que Vinicius Junior m'a déçu une nouvelle fois. Alors certes, cet Atlético Madrid-Real Madrid fait 1-2 et c'est donc une qualification en finale pour le Real, mais on peut quand même dire que ça s'est fait dans la douleur. S'il y a des points positifs, il y a également des choses sur lesquelles je commence à être relativement là. Voici les compositions qui étaient alignées. Nous n'avions donc pas de Kylian Mbappé qui a cruellement manqué. Gonzalo Garcia a été exemplaire dans l'attitude, c'est vraiment un joueur à qui j'aurais du mal à adresser des reproches, mais au bout d'un moment, l'attitude, l'envie, le sens du sacrifice, c'est une chose, mais il n'a pas le niveau de Kylian Mbappé, c'est plutôt logique. Le mec qu'on attendait comme la star en l'absence du français, c'est évidemment Vinicius Junior, et là, je suis une nouvelle fois déçu. Comme d'habitude, depuis déjà trop longtemps, il a cruellement manqué de réalisme, il a également eu du déchet dans son jeu, et en fait on peut dire ce qu'on veut sur le Real Madrid, sur l'équilibre des forces, sur la forme de Vinicius Junior, mais ici il avait une occasion en or de briller, il n'y avait pas Kylian Mbappé, c'était un gros match, le Real Madrid avait besoin d'un leader, et finalement il n'a pas répondu présent. Le meilleur joueur offensif de la rencontre c'est Rodrigo qui revient en odeur de sainteté auprès de Xabi Alonso, il fait un excellent match où il est extrêmement lui efficace devant les buts, il a beaucoup cadré, c'est pas étonnant qu'il ait réussi à avoir un but, il a également fait des différences balle au pied, donc franchement il remarque des points et je suis en train de me demander si à moyen terme on peut pas avoir un petit renversement de la hiérarchie. Sur le côté droit, le Real Madrid a brillé parce que l'autre homme que j'ai envie de souligner c'est Valverde qui a tout simplement sorti un match exemplaire, là-dessus il n'y a rien à dire, emballer c'est peser et finalement avec Thibaut Courtois, eh bien ils forment le duo d'hommes qui sont le plus à saluer. Et du côté de l'Atlético Madrid alors, eh bien Simeone c'est un fils d'eux qui mérite largement sa place, on peut dire ce qu'on veut, mais au cours de cette rencontre ça a été un véritable feu follet en plus d'avoir un esprit de combativité à illustrer, à vraiment souligner, pardon. C'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur qui apporte ce grain de folie à l'Atlético Madrid, également un bon match de Sorloth. Et si je me disais déçu de Vinicius Junior qui doit être le leader du Real Madrid, j'ai un petit peu la même remarque pour Julián Álvarez. Il est censé être le joueur plus de cet Atlético Madrid, il est censé être le mec qui incarne la puissance de l'équipe. Eh bien ça fait quelques semaines, et je suis gentil en disant ça sur la période, qu'il n'est pas au niveau. Ce match a été une nouvelle conclusion de ça. Si on regarde les statistiques de la rencontre, eh bien c'était assez équilibré, mais en termes de tir, l'Atlético fait une nette différence. C'est pas pour rien qu'on a eu un Thibaut Courtois qui a réussi à briller, et finalement loin le cliché de l'Atlético qui subit les rencontres puisqu'ils avaient légèrement la possession. Le Real Madrid l'emporte malgré tout, il file en finale où ils vont affronter le FC Barcelone, et même si le Barça m'a rendu un peu sceptique sur leur capacité à être imperméable défensivement, je vois quand même les Catalans favoris pour cette finale si le Real Madrid ne se redresse pas d'ici là. C'était le gros choc de Première Ligue et finalement Arsenal et Liverpool se quittent sur un 0-0. Les grands gagnants ce sont évidemment les Citizens. Manchester City pouvait craindre une victoire des Gunners, auquel cas ils se seraient envolés devant eux au classement de manière assez spectaculaire, mais finalement City est rassuré. Arsenal n'a pas réussi à conclure cette histoire. Voici les compos qui étaient alignés et ma grande déception, même si je devrais pas parler de déception parce qu'aujourd'hui j'en attends plus grand chose, c'est le match de Gyökeres. Et Gyökeres, c'est terrible à quel point il est décevant. En fait, j'ai une statistique qui fait particulièrement mal. Sur ces derniers matchs, Gabriel a marqué deux fois en 4 matchs. Pour avoir 2 buts de Gyökeres, il faut remonter au 1er novembre, parce qu'il en a marqué un il n'y a pas si longtemps, mais sinon le deuxième, il a eu une petite période d'absence également, c'est au 1er novembre, donc c'est pour vous montrer à quel point Arsenal aujourd'hui doit faire sans ce numéro 9 qu'ils espéraient tant, et ça facilite pas les choses. J'ai beaucoup apprécié Alisson,
J'ai beaucoup apprécié la défense de Liverpool, j'ai beaucoup apprécié la défense d'Arsenal également, mais en fait même les milieux de terrain qui avaient pour rôle de contrôler le tempo du match, je les ai beaucoup aimés des deux côtés. Ça a été un match où les joueurs qui étaient censés faire la différence en termes de déséquilibre et forcément de finition n'ont pas été au niveau, le 0-0 le démontre bien, mais sur les joueurs de contrôle, j'ai trouvé que c'était une rencontre assez intéressante, et d'ailleurs point notable, il y a une mi-temps chacun. En première mi-temps, j'ai trouvé Arsenal particulièrement convaincant, en seconde mi-temps, Liverpool a réussi à reprendre le contrôle du ballon, et finalement ça nous donne des statistiques où on voit que il y a une possession à peu près équilibrée, il y a des buts attendus relativement faibles des deux côtés, et finalement si j'ai beaucoup parlé d'Arsenal qui n'avait pas de grand numéro 9, Liverpool a dû faire avec Florian Wirtz devant, et ok, Florian Wirtz a redescendu, a apporté un petit peu au milieu de terrain, mais en fait Florian Wirtz, d'un point de vue efficacité pure, on peut autant le critiquer que Gyökeres. C'est un joueur qui est inoffensif depuis qu'il est arrivé à Liverpool, il a toujours de grandes qualités footballistiques, mais à la conclusion il est extrêmement décevant. Je pense qu'il se redressera tôt ou tard, mais pour le moment c'est pas le cas, et forcément Liverpool en a également souffert. D'un point de vue classement de Premier League, eh bien cette journée s'achève sur un grand immobilisme en tête du classement, parce que finalement le top 4 a fait match nul, le statu quo est là. Liverpool est suivi de près, mais loin du podium, donc faut qu'il fasse attention, et Arsenal a toujours une avance qui du coup est notable, mais pas aussi confortable que ce que ça aurait pu donner. Double peine pour Salisu, déjà le mec s'était fait les croisés, donc il était à moitié mort, mais derrière t'as la LFP qui arrive avec une batte de baseball pour l'achever, il se prend 3 matchs de suspension, donc d'après mes calculs, il devrait faire son retour sur les terrains avec l'AS Monaco en 2052, et encore, je suis quasiment gentil en disant ça, je plaisante, mais c'est un coup dur pour les Monégasques. Alors pourquoi il est suspendu 3 matchs? Tout simplement parce que souvenez-vous, mi-décembre, ça a beaucoup parlé arbitrage entre Monaco et l'Olympique de Marseille, et Salisu s'est directement rendu dans le vestiaire des arbitres où il aurait été véhément. Et là je me dis, oh pourquoi tu fais ça mec, je suis désolé mais c'est peut-être un mec très intelligent, mais en l'occurrence ici son comportement est idiot, parce que tu sais qu'aller dans le vestiaire des arbitres ça peut que t'attirer des ennuis. Tu sais très bien que même en allant râler auprès des arbitres t'auras jamais gain de cause, même dans l'hypothèse où t'as raison, eh ben t'auras tort au final, parce qu'un arbitre va évidemment pas te dire ah mais c'est vrai t'as raison, tu viens de me convaincre après le match, et du coup là je vais faire en sorte de donner une défaite sur tapis vert à l'adversaire. Enfin ça peut pas arriver, donc en fait t'as que des choses à perdre, et Salisu s'est fait avoir comme un joueur qui s'est laissé emporter par son émotion, j'imagine, et donc franchement c'est une période compliquée pour lui, parce que les croisés, la suspension, je pense à Monaco qui traverse pas une phase simple, qui se retrouve privé de ce joueur qui était malgré tout important pour eux, donc franchement force à tout le monde dans cette affaire, à Salisu, à Monaco, parce que c'est compliqué. Le Real Madrid, une fois n'est pas coutume, va louper son coup. Upamecano va prolonger au Bayern Munich. Lui, qui est en fin de contrat dans 6 mois seulement, va signer un nouveau bail. Mais attention, il faut quand même voir les conditions financières. Elles sont tout simplement hallucinantes. Alors déjà, pourquoi il y avait un grand enjeu? Tout simplement parce que Upamecano, s'il partait libre du Bayern Munich, ça aurait été un sacré événement. C'est un défenseur central estimé à 70 millions d'euros. C'est une des plus grosses valorisations à son poste du marché. Il a 27 ans, il a une grosse expérience, il a un gros niveau. Évidemment, il attirait la convoitise. Je vous parlais du Real Madrid parce qu'ils étaient annoncés en pole position, et on sait que c'est un club qui arrive bien à s'en sortir dans ce genre de dossier mercato, mais Liverpool était venu au renseignement, le Paris Saint-Germain était venu au renseignement, et finalement c'est le Bayern qui a gain de cause, et on annonce une prolongation qui devrait être entre 2030 et 2031 au niveau de la durée du bail, ce qui évidemment est sécurisant. Mais alors les sacrifices financiers du Bayern Munich sont monstrueux. Déjà le joueur a une prime à la signature que le journal L'Équipe évalue aux alentours de 20 millions d'euros, c'est énorme. Le joueur aurait en plus de ça une clause libératoire à 65 millions d'euros valable dès l'été 2027, donc sous sa valorisation actuelle, c'est une porte de sortie où le joueur finalement reste libre de son destin. Il prolonge, mais en même temps, s'il veut se casser, tu pourras pas faire grand chose, et puis cerise sur le gâteau, il aura un salaire évalué à 20 millions d'euros par saison, ce qui est énorme pour le Bayern Munich, ça le met dans les top salaires, et
surtout, il double son salaire avec cette prolongation. Donc félicitations aux agents d'Upamecano, on peut dire qu'ils ont finement négocié cette prolongation. Du côté du Bayern Munich, c'est un joueur qui fait partie de tes cadres, qui est hyper important, donc ça fait sens de ne pas vouloir le perdre, mais alors avec de telles conditions financières, il va falloir qu'Upamecano assure et soit au niveau, parce que sinon ce sera un pari perdant pour les Bavarois. Jonathan Klaus a prolongé de 2 ans à l'OGC Nice, malgré une volonté de départ il n'y a pas si longtemps que ça, malgré des critiques de certains supporters, malgré une situation de club extrêmement compliquée. Et en fait, c'est un dossier où tout le monde donne son avis à l'affect, où finalement la situation de Nice est tellement périlleuse que tu tombes vite dans les extrêmes. Et du coup, j'ai l'impression qu'on juge un petit peu durement Jonathan Klaus, même si évidemment il y a une grande partie extra-sportive qui rentre en ligne de compte. Parce que sur le sportif, ok, il a 33 ans, mais déjà physiquement, il est absolument incritiquable cette saison. Vous regardez ces données physiques qui viennent du site Datascout, malgré son âge, ça reste un des meilleurs latéraux en activité en Ligue 1 et de loin. Et pourtant, la Ligue 1, c'est un championnat où t'as beaucoup de jeunes sprinters, pour dire les choses très concrètement, donc être parmi les meilleurs sur les données physiques, ça veut quand même dire quelque chose. Et puis techniquement, là aussi, cette saison, mais aussi la saison dernière, mais je vous montre les stats les plus récentes, Jonathan Klaus s'en sort très bien, il a un profil de latéral très très offensif, mais qualitatif, et d'ailleurs, tu vois avec ses passes décisives attendues, le XA qui correspond à Expected Assist, que s'il avait des bons coéquipiers, il tournerait bien mieux qu'avec 2 petites passes décisives, ce qu'il a actuellement en Ligue 1. Donc finalement, Jonathan Klaus, c'est un joueur qui est toujours hyper intéressant sportivement, quoi qu'on en dise, il déchaîne les passions, mais c'est pas pour rien qu'il y a quelques mois seulement, le Bayer Leverkusen était venu au renseignement. C'est un joueur qui est bon, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est évidemment un dossier délicat à juger, mais quand je vois l'ensemble des problèmes de l'OGC Nice, je me dis que la prolongation de Jonathan Klaus, c'est une bonne nouvelle, tout simplement. Terminé pour le journal du jour, et vous êtes peut-être fait la réflexion que j'ai zappé un élément d'actualité plutôt important dans ce journal, un match qui était un petit peu suivi en France et qui plus est, a été relativement intéressant et très loin d'être décevant dans son contenu. Je parle évidemment du PSG-OM, du Trophée des Champions, et justement, j'ai été hyper agréablement surpris sportivement par le match. J'ai trouvé que c'était une hyper bonne rencontre, à tel point que j'avais pas envie de l'expédier dans le journal. Donc une fois n'est pas coutume, on aura un débrief long de match pour la vidéo d'analyse dès cet après-midi. J'espère que vous me pardonnerez la petite déception de ne pas l'avoir vu dans le sommaire du journal, mais je pense que dès que vous avez vu ça, vous avez deviné que c'était parce que je me le réservais pour la vidéo complète d'analyse de l'après-midi. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique, mais j'espère surtout vous voir au rendez-vous à 17 h. Allez, kiffez bien, salut!